Ils nous entendent là, non? Vous nous entendez ou on doit mettre les micros? Laissons la paix des micros là. Je sais pas, si après il faut balader ça partout, je sais pas. Vous nous entendez? Moi bon, je parle pas plus fort que Oh, ça. mais le micro, ça va. Oui, ça va. Très bien. Alors, on peut commencer notre conférence. Premier séminaire de la rentrée du Casalet Gym, en compagnie d'invités, pas n'importe quel invité. Alors, je vais laisser justement ces messieurs se présenter eux-mêmes. Alors, on va commencer par Anthony Bessala, non? Ouais, c'est le plus. Hein? On va commencer par Anthony Bessala. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Anthony? Lui, c'est au moi. Toi? C'est l'aîné. Ah, ok, alors l'aîné, Bernard Zogola? Voilà, c'est le grand frère. Ok, Peut-être je préférerais présenter le petit frère pour que le petit frère me présente. ok, on fait comme ça, chacun. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, Anthony Bessala est professionnel musulman. Il a une très très longue carrière. Donc, il a été champion d'Afrique de karaté. Il est troisième dan. Il a été aussi dans l'armée parce qu'il a été parachutiste et tireur d'élite à l'armée israélienne. Et son passé, je vais quand même un peu plus loin. Et il a pris goût à la musculation il y a très très longtemps quand il était déjà combattant, que ce soit dans l'armée ou quand il était dans l'équipe nationale, dans son équipe nationale de karaté à l'époque. Et notre rencontre, c'est justement ici à Paris. Donc il a fait son parcours, j'ai fait le mien. Et en ce moment, après plusieurs opérations au genou, il en a eu peut-être 5. Donc il s'est orienté finalement dans la culture physique. Donc il a gagné les toutes catégories au championnat d'Europe. Ça lui a valu une place professionnelle à Muscle-Mania. Donc depuis quelques années, il concourt aux États-Unis. Je me rappelle juste de ses résultats l'année dernière où il a fini, il y a 2 ans. Il a fini second à l'univers professionnel. Et cette année, j'ai eu le plaisir de l'accompagner au championnat du monde à Las Vegas où il a fini 3e. Donc je tiens à préciser quelque chose, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais dopé et qui a plus de 15 ans d'entraînement qu'en culture physique, sans compter ses années de karaté et d'athlétisme. Voilà, donc je ne sais pas si je l'ai bien présenté. J'ai juste dit ce que je savais de lui. S'il veut bien rajouter quelque chose. Bon, je rajoute juste que j'ai 38 ans, donc j'aurai 39 ans le 23 août. Quand j'étais petit, j'étais bègue. Avant mes 10 ans, je parlais. C'est comment ton prénom? Aïs. Je disais Aïs. Avant mes 10 ans. Donc mon papa, mon défunt père, m'a orienté vers le karaté. Et là, j'ai pris confiance en moi et puis je suis rentré très très vite dans le sport. Donc je n'ai plus jamais arrêté, quoi. Je fais ça par rapport à moi, par rapport à mon père, par rapport à plein de choses, par rapport au dépassement de soi, par rapport à moi-même. Donc il n'y a pas grand chose. Il n'y a plus grand chose. Bon, je vais parler maintenant de Bernard. Bernard Zogola Maya. C'est un gros machin comme ça. Je vous assure. Ce monsieur-là, il n'est pas respecté en France, mais je vous assure qu'aux États-Unis, on le respecte énormément. Et c'est dommage. Bernard, il a 43 ans. Chaque fois qu'on arrive aux États-Unis, on me dit, on a vu ton petit frère avec les locks. Et ça m'énerve. J'ai dit, je dois prendre ça comme un compliment. Ou alors, c'est quoi? Ça veut dire que je suis vieux, moi, ou aussi? On dit, non, j'ai dit, non, c'est mon grand frère. Parce qu'on vient tous du même pays, de la même région du Cameroun. On est d'origine camerounaise, même si on est français aujourd'hui. Bernard a plus de 20 ans, plus de 26, je ne sais pas ça fait combien là maintenant, Bissot? Je pratique depuis que la musculation. La musculation, non. Parce qu'il a fait la théophilie avant. Il a commencé par la théophilie. Il n'a jamais lâché. L'hygiène de vie de Bernard, je me suis mis dessus, je me suis agrippé dessus. Parce que Bernard, il est comme ça, toute l'année. On s'est rencontrés à Paris. Je
Je me rappelle toujours, j'ai une photo de lui. Ou après, parce que je me suis fait opérer 5 fois du genou, ça c'est un truc que je n'ai jamais dit. Hein. Personne. Je ne savais pas que ma jambe droite, je me suis fait opérer 5 fois. Les médecins m'ont dit t'arrêtes, laisse tomber. Parce que j'étais champion d'Afrique de karaté, parce que j'ai fait plein de trucs. Et là, je tombe sur lui. Et je fais une photo avec lui et je le regarde. Et je me dis, j'ai envie d'être comme ce mec-là. Mais seulement, je suis très grand, donc mon muscle est longiligne, donc ça va être difficile. Mais j'ai continué à m'entraîner encore plus dur. Et je me suis rapproché de lui, comme ça, en tant que grand frère. Lui, il avait été super déçu par le milieu. Et puis il m'a pris comme ça, il a commencé à me montrer des petits trucs, des petits machins. Moi j'ai pris, j'ai commencé à améliorer, à arranger aussi à ma sauce. Bernard a été champion du monde UIBBN. Il est professionnel IDFA, je ne sais pas si vous connaissez une grosse fédération canadienne naturelle. Après, il est professionnel aussi Musclemania. Donc, c'est vraiment une des grosses fédérations au niveau américain. Il a gagné la toute catégorie à Miami. Plus, moi, je l'ai attrapé. Et puis, j'ai dit non, il faut que tu ailles à Miami. Parce que je suis sûr que les Américains, oui, ils sont gros. Mais nous, on arrive, on a les trop dans les fesses. Et ça, c'est difficile à voir. Les gars m'ont dit Bernard, il est dopé. Il ne peut pas avoir cette qualité musculaire naturellement. Non. Je me suis rapproché de lui. Je suis allé chez lui. Je suis resté avec. On a mangé ensemble. J'ai guetté dans ses coffres, dans ses casiers, comme ça. Pour voir s'il y a des trucs. Je voyais un pot de protéines qui était là. Il ne touchait jamais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne prends pas de protéines? Il dit, je sais pas. Comme ça, quand je veux, je prends. Je dis, bah, c'est dangereux? Il dit, non. La protéine, c'est pas dangereux. La créatine, c'est pas dangereux. C'est juste que ce sont des compléments alimentaires, je mange juste. Et là, j'ai dit, d'accord. Et donc, il arrive chez les Américains, il les coiffe, il passe professionnel. Puis là, il continue à avancer dans le milieu. Ceux qui connaissent l'ancien, ceux qui ont les vieilles revues du monde du muscle, de l'époque, Bernard, il est écrit dedans. Ils sont dans le bureau. Hein. Voilà. Bernard, il a travaillé avec Jean Tessier. Il a écrit avec, en sous-silence, derrière. Mais je vous assure que tout ce qu'il y a dans ces têtes-là, ça fait peur, quoi. Dans le domaine de la culture physique, je peux vous le dire. Et donc moi, je suis très fier, vraiment. Parce que je sais que les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que quand je suis passé professionnel, je commençais à prendre une vitesse terrible. J'étais obsédé par la charge. Il fallait que au squat, il fallait que je mette 225. Mais moi, je suis grand. Donc imagine-moi, un grand machin, 225. Enfin, je me disais qu'il n'y avait que ça qui me fait avoir des belles cannes. Mais non. Il m'a montré comment il fallait faire. Je suis rentré. Je suis allé aux États-Unis. J'ai payé des formations. J'ai vraiment beaucoup dépensé pour me former. J'ai regardé comment les Américains font. J'ai regardé la vie qu'ils mènent là-bas. Je suis venu avec lui. On est parti à Miami, on est parti à Vegas, on a fait des formations, on est venu, on a changé, on a modifié, on a creusé. On ne fait que ça, quoi. Et je vous dis vraiment, on n'est pas là pour cracher sur les gars qui prennent des choses. Non. Non. C'est pas le but. Comme j'ai dit tout à l'heure, des réunions comme ça, moi je vous dis merci, quoi, de nous recevoir. Parce que c'est un grain de sable dans la mer, mais c'est un grain de sable doré. Parce que on le voit quand même. Je ne sais pas si ça va apporter quelque chose. Déjà, merci de nous recevoir. Donc, on est face to face. Donc, vous bombardez les questions. C'est sûr que Bernard, il va répondre. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Bernard, juste que c'est un peu ça. Super. Maintenant, on va laisser Gary se présenter en quelques mots. Ouais. Allez, je te laisse faire. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc en fait, moi j'ai 22 ans. Donc avant, j'étais obèse en fait. J'étais en surcharge pondérale. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Bernard, qui m'a prise en main, grâce auquel j'ai pu me forger un physique plutôt agréable, je dois dire. Et puis voilà, il m'a innocemment dit un jour pourquoi ne ferais-tu pas de la compétition faire du culturisme. Donc au début j'étais un petit peu perplexe, on va dire, je me suis dit le culturisme, enfin voilà quoi, c'était pas trop mon domaine.
Et puis je me suis prêté au jeu, et puis voilà, petit à petit j'ai découvert que dans le corps, on pouvait vraiment le pousser jusqu'à des limites qu'on ne pouvait pas savoir, quoi. Et puis ça m'a tout de suite plu, quoi. Donc j'ai continué, j'ai fait pas mal de compétitions, j'en ai fait 4 en tout, notamment Musclemania Europe, qui s'est déroulé à Paris en octobre. Donc voilà, et puis j'ai pu voir que c'était un monde assez vaste en fait, hein, et que surtout en France, le culturisme naturel n'était pas mis à sa valeur en fait, à sa juste valeur, qu'on était tous considérés comme des dopés en fait, hein. Donc moi voilà, on a décidé de mener ce combat justement pour valoriser le culturisme naturel et le sport naturel en général. Donc voilà. Très bien, merci Gary. On peut applaudir Gary, parce que c'est un futur il est très motivé Gary. Alors moi je ne me présente pas, vous me connaissez. Merci. Alors je suis Irfan Buraï, je vais me présenter quand même à nos amis autour de moi. Alors je suis Irfan Buraï, je suis président du Casalis Gym depuis juin dernier, président d'un club d'haltérophilie, de musculation et de fitness récemment. D'un point de vue personnel, j'ai commencé la musculation, ça fait plus de 10 ans déjà, dans un petit club de quartier au Blanc-Ménil. J'ai continué peu à peu à progresser jusqu'en 2007, j'ai fait ma première compétition de culturisme en fait à l'île Maurice. Je vais qu'à l'île Maurice pour faire mes compétitions de culturisme. C'est beaucoup plus facile d'accès qu'ici et il y a moins de dopage en fait, on va dire. C'est plus facile de faire un podium. Voilà. Et chose que personnellement, bon, il y en a qui le savent, je suis enseignant et je suis docteur en sciences humaines. Donc voilà, pour moi. Je vais vous raconter un petit peu le contexte de cette rencontre aujourd'hui, parce que je pense que c'est assez important que je retrace un petit peu comment on en est arrivé là aujourd'hui. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, on a ouvert un compte sur Facebook et j'ai sympathisé avec Gary. Pourquoi j'ai sympathisé avec Gary? Parce qu'on partageait pas mal de points communs sur ce que doit être le culturisme, la musculation, au naturel en fait, hein, au naturel, sans produits dopants. Et donc Gary, on a beaucoup discuté sur Facebook en s'échangeant des messages, tout ça. Gary a eu la bonne idée de faire un questionnaire un jour et je lui ai dit, viens faire ton questionnaire auprès des jeunes du Casalis Gym parce que vous êtes très ouverts d'esprit et je sais que vous alliez bien l'accueillir. Alors la plupart d'entre vous s'est prêté au jeu, vous avez, on va dire à 80% répondu au questionnaire. Et après on s'est dit, si vous êtes intéressé par un questionnaire, pourquoi ne pas aller plus loin de cette démarche? Alors moi et Gary, on s'est dit, on va essayer d'organiser une conférence, un séminaire, le séminaire de ce soir, surtout que Gary connaît deux personnalités de choix, que sont Bernard et Anthony. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, ça peut être une bonne idée que Bernard et Anthony et Gary vous fassent part de ce que doit être la musculation au naturel, parce que c'est une pratique extrêmement saine, pour l'esprit et pour le corps. Voilà. Donc on a travaillé ensemble à l'organisation de cette conférence de ce soir. Voilà. Alors, la conférence, elle est divisée en plusieurs étapes. Alors tout d'abord, j'interviendrai sur une petite histoire de dopage, où est-ce que je ferai une historique du dopage de l'Antiquité à nos jours. On pourra échanger quelques questions. Après, Gary vous diffusera une petite vidéo d'un petit quart d'heure, et va présenter quelques produits, enfin les effets de quelques stéroïdes anabolisants, c'est-à-dire des produits dopants. Après, vous pourrez échanger avec Anthony et Bernard, comme ils vous ont dit, en face-to-face, toutes les questions que vous voulez, aucun tabou. Voilà. Et on finira la soirée par un pot. Voilà comment se déroulera la séance de ce soir. Alors on va commencer par mon intervention, donc une petite histoire de dopage. On va voir juste le PowerPoint. On attend. C'est mis en veille. Recherche. Signal. Il faut le débrancher, tu vois. Ah voilà. Il est en diapositive. Alors une petite histoire de dopage de l'Antiquité à nos jours. Alors ça va être ponctué d'illustrations. Ici, une petite caricature entre deux docteurs. Alors, l'un qui dit urine trouble, odeur fétide, texture visqueuse, test de dopage positif. Mais l'autre qui se pose la question, à qui appartient l'échantillon? Voilà, c'est un peu pour vous montrer certaines problématiques du contrôle antidopage. Alors, je peux passer à la deuxième diapositive. Alors, je vais passer par une petite définition du dopage. Alors, le dopage, c'est quoi?
c'est l'ensemble des pratiques qui consistent à absorber des substances ou user de méthodes médicales visant à augmenter rapidement ses capacités physiques ou mentales. Alors ça, c'est une définition qui est tirée du Petit Larousse, hein, tout simplement. Et c'est une définition qui a le mérite de montrer que le dopage, n'est pas uniquement réservé au sport, puisqu'il faut savoir qu'on a aussi certains employés, certains étudiants qui ont recours à ces procédés de dopage pour améliorer leur efficience lors d'examens ou au travail pour être plus productif. Mais moi, mon discours, il va s'orienter spécifiquement sur le dopage dans le sport. Donc voilà la définition du dopage. Je peux passer à la deuxième diapositive. Alors, on va s'attarder sur le dopage à l'Antiquité. Alors, il faut savoir que de tout temps, l'homme a cherché à améliorer ses performances physiques par diverses substances qui modifient l'activité physiologique et chimique du corps. Alors, il faut savoir que les premières notions de dopage, elles vont apparaître dès l'Antiquité, notamment avec l'apparition des Jeux Olympiques au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, on a des auteurs grecs qui nous rapportent que des athlètes se dopaient avec toutes sortes de substances qui étaient préparées par des sorciers. Alors, pourquoi ces athlètes prenaient ces substances? Parce que le but était bien sûr de gagner aux Jeux Olympiques. Parce que ce qui attendait le gagnant des Jeux Olympiques, c'était la gloire. C'est comme si c'était de gagner une guerre sur le champ de bataille, en fait. Alors, l'athlète mettait tout en œuvre pour pouvoir gagner à ces Jeux Olympiques, même si les substances ingérées mettaient en péril sa vie parfois. Je peux passer à la deuxième diapositive. Alors, dans le monde romain, en 200 ans avant Jésus-Christ, on a des auteurs qui nous font part que les gladiateurs se consommaient des testicules crus. Pourquoi ils consommaient des testicules crus? Parce qu'ils pensaient que cela augmentait leur taux de testostérone et donc leur force. Et vous savez bien que remporter un combat de gladiateur, c'était préserver sa vie. Alors eux aussi, ils consommaient tout, parfois n'importe quoi, pour rester en vie, en fait, tout simplement. Je peux passer à la troisième diapo. Alors à partir de la Renaissance, on va observer les premières manipulations sur le corps humain pour améliorer les performances à la course, notamment. Alors il faut savoir qu'au XVIe siècle, les chirurgiens étaient convaincus que le fait de retirer la rate, alors la rate c'est un organe qui se situe à côté du pancréas, dont le but c'est de supprimer les globules rouges du sang qui arrivent les globules rouges en fin de vie en fait. Et les chirurgiens pensaient que supprimer la rate, ça permettait de courir plus vite. Alors on a les chirurgiens allemands au XVIIe siècle, ils vont faire l'ablation de la rate sur des chiens, puis sur des humains. Mais il faut savoir que dans les deux cas, les chiens et les humains, ils sont morts, où l'ablation de la rate n'a provoqué aucun effet sur leur course. Donc là c'était les premières interventions médicales sur le corps humain. Alors cet événement, ça a donné naissance à l'expression « courir comme un dératé ». Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, hein. Donc courir comme un dératé tout simplement. Je peux passer. Alors, au cours de la Seconde Guerre mondiale, on va observer un tournant dans le dopage en fait. Parce qu'on aura la première utilisation des stéroïdes anabolisants de synthèse au cours des années 40 et 50. Et les stéroïdes anabolisants de synthèse vont être produits en 1930 par les Allemands, là aussi. Les Allemands qui sont en fait à la pointe de tous ces procédés de dopage à l'origine. Alors, les Allemands vont particulièrement doper leurs soldats au cours de la Seconde Guerre mondiale pour être plus endurants. Alors, ils vont les doper notamment à la testostérone pour avoir plus de force et pour être plus endurants. Parallèlement, l'armée britannique va aussi utiliser des méthodes dopantes en dopant ses soldats aux amphétamines pour être plus vigilants sur le champ de bataille. Alors, dans ces pays, en Allemagne et en Grande-Bretagne, au cours de la Seconde Guerre mondiale, on parle de dopage d'État, parce que le dopage est généralisé dans l'armée. Mais le milieu du sport ne va pas être épargné. Juste au tournant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe que le dopage va rentrer dans le milieu sportif. Après l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est au tour des USA et de l'ex-URSS qui vont connaître le tournant du dopage et qui vont vraiment faire la course au dopage. Tout simplement, ils vont doper les athlètes à leur insu pour gagner un maximum de médailles aux Jeux Olympiques. Parce que souvenez-vous, avant les années 90, c'est la guerre froide, et la guerre froide se joue aussi sur les terrains et dans les stades. Donc il fallait remporter un maximum de médailles pour montrer l'hégémonie que l'on a dans le domaine sportif. Alors notamment, ces États vont doper les femmes à leur insu.
les athlètes féminines. Et ces athlètes vont constater qu'une augmentation de leur pilosité, une augmentation de leur structure musculaire, un changement de voix, elles se posent des questions, ces athlètes. Il y en a certaines qui vont succomber, et tout ça pour gagner des médailles. Alors le dopage de nos jours. Alors depuis la chute du mur de Berlin, il faut savoir que la Chine a pris le relais des USA et de l'ex-URSS. Alors durant la décennie 1990, il faut savoir que les nageurs de ce pays, aux Jeux Olympiques, étaient dopés, mais qu'ils passaient parce que c'était un système de dopage qui était longtemps resté indétectable. Et depuis, on les a détectés et certains ont eu des sanctions. Alors, comme vous le savez tous, à partir des années 1990, de nombreux scandales ont éclaté dans le monde du sport, de nombreux scandales de dopage. Durant les années 98, on a un scandale très connu, c'est l'affaire Festina, en plein Tour de France. On a cette affaire qui éclate. Alors, il faut savoir que les douanes découvrent sur un véhicule du Tour de France des quantités de produits dopants. Il y avait de quoi doper une ferme entière de bœufs, en fait. Il y avait 512 de produits dopants, dont 235 ampoules de PO, 120 capsules d'amphétamine, 82 solutions d'hormones de croissance, 60 flacons de testostérone. Il y avait de quoi doper tout un régiment. Et ce scandale avait mis au point la mise en place de nouveaux procédés de dopage, notamment la transfusion sanguine pour augmenter ses globules rouges et pour être plus endurant, et le PO, qui est une hormone qui permet d'augmenter le taux de globules rouges dans le sang, et donc des injections de PO à cette époque aussi qui prennent un essor considérable. Alors aux Jeux Olympiques aussi, les scandales de dopage sont fréquents, vous le savez. On a beaucoup d'athlètes dopés qui se voient sanctionnés, même si des progrès sont faits. Mais on a aussi des affaires de blanchiment de contrôle positif. Il faut savoir qu'en 2003, le comité olympique américain avait reconnu que durant les années 1980, 24 athlètes américains avaient passé un contrôle antidopage qui s'était révélé positif, mais ils n'ont pas été sanctionnés. Là aussi, c'est la guerre aux médailles, et sanctionner ces athlètes, c'est un petit peu la risée aux yeux du monde. Donc on a aussi des athlètes dopés qui passent au contrôle antidopage. Le contrôle antidopage se révèle positif, mais pas de sanction à cette époque parce que, voilà, fallait éviter d'être la risée du monde, surtout aux Jeux Olympiques. Pour conclure. Alors pour finir, il faut savoir que le dopage est bien sûr toujours présent, et ce, quel que soit le sport. Et on a des produits masquants toujours plus élaborés qui permettent de passer au travers des contrôles antidopage. Et en musculation, c'est un gros problème parce qu'on a une facilité à se procurer les produits dopants, parce qu'un athlète en musculation qui veut progresser, généralement, il a plus d'ambition et il est plus susceptible de vouloir se doper pour progresser vite, parce que la musculation, c'est un sport de patience et tout le monde n'a pas cette vertu. Alors, en musculation, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a de nombreuses fédérations de bodybuilding qui mettent en avant leur caractère naturel, alors que d'autres ne mettent pas en avant ce caractère naturel. Alors, est-ce qu'on doit se poser des questions? Est-ce que certaines fédérations sont plus naturelles que d'autres? Certainement. Certainement que oui. Alors, la question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est l'éthique sportive en musculation. Et j'espère que nos amis Anthony et Bernard apporteront de nombreuses réponses à qu'est-ce que l'éthique sportive en musculation. Je leur pose ouvertement la question, ils y répondront après. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur un petit peu l'historique du dopage de l'Antiquité à nos jours. Si vous avez quelques questions, avant qu'on passe au documentaire. On peut lancer le documentaire? C'est bon? Merci. Voilà.
J'ai 2 kilos donc. Gary. Ah ouais. C'est pas grave. Bon, ben, on a un petit problème technique, on n'aura pas de vidéo ce soir. Voilà, c'est la technique, ça c'est Donc, Tu veux la tu veux pas avoir internet? Ah non. donc tu nous fais ton intervention sur les stéroïdes. Ouais, tu nous fais ça. Voilà. Alors Gary va nous faire une intervention sur les effets des stéroïdes anabolisants, c'est-à-dire les principaux produits qui servent au dopage de tout type d'athlètes. Donc c'est l'EPO, la testostérone, les amphétamines, tout ça. C'est le maire qui a piégé la salle. Il ne voulait pas nous donner des chaises. Des ondes négatives. Vous avez des problèmes de chaises? Oui. On a des problèmes avec la mairie en général. Ouais, c'est bon. On écoute Gary tout simplement. Donc en fait, je vais vous énumérer les principaux effets justement des stéroïdes anabolisants. Donc essentiellement, on peut avoir des risques d'infarctus. Donc ça c'est un des points qui sont super importants. Hein. On a vu plusieurs athlètes, vous avez sûrement déjà vu des reportages d'athlètes qui ont qui ont entre 25 et 30 ans et qui ont un arrêt cardiaque. Hein. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est l'acné, hein, parce que ça provoque des plaques d'acné sur tout ce qui est le thorax, le dos. Donc c'est pas très beau à voir. On remarque aussi une chute de cheveux, hein, parce que la prise anabolisant, ça fait perdre les cheveux. Ensuite, au niveau du sperme de l'homme, il y a moins de spermatozoïdes, donc on ne peut pas avoir d'enfant, très difficilement. Donc voilà. Après, au niveau de la femme commence à avoir de la pilosité, essentiellement sur les cuisses, sur les avant-bras, sur les seins, sur la poitrine. Donc c'est assez, voilà quoi. Elle a sa voix qui se transforme, hein, qui se délimite. Donc voilà. Et puis sinon, au niveau de l'homme, on peut voir aussi de la gynécomastie. Donc en fait, c'est de la, La croissance de la poitrine. Ouais, la croissance de la poitrine. Voilà, donc les athlètes auront... Certains se font opérer aussi justement pour enlever les glandes mammaires. Alors généralement c'est les athlètes dopés. Hein. Moi Schwarzenegger, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, l'ablation des glandes mammaires. Sauf que ça, c'est le dopage primaire, parce que les gens comme Arnold Schwarzenegger et tous ces costauds de l'IFBB, ils font un dopage vraiment très suivi par des grands médecins. Ils n'achètent pas des trucs à Internet comme font beaucoup de nos jeunes. Ils ne savent même pas ce qu'ils achètent. Ils achètent n'importe quoi et ils se foutent ça dans le corps. Donc c'est tout ce petit dopage que j'appelle primaire qui ressort justement des glandes mammaires. Et ça, il y a beaucoup d'athlètes que je vois
que ce soit ici aux États-Unis, qui se font opérer pour pouvoir l'enlever. Donc beaucoup suspendent. Et il faudrait savoir qu'au naturel, ce qui est très important, c'est la durée. Un athlète naturel dure toujours. Il ne vieillit pas. Le visage peut changer, mais le corps reste jeune. Mais un athlète dopé a tout cassé 5-6 ans et il plonge. Il va rester gros. Il sera incapable d'enlever son habit parce que s'il enlève son habit, vous allez voir des boulets comme nos vieilles grand-mères de l'époque, pas d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, elles font attention. Et ils vieillissent très mal parce qu'ils ont tous les lombaires, la zone lombaire là, qui a de la graisse, exactement aussi comme nos jeunes mangent beaucoup de McDo et qui ne font pas de sport. Je ne sais pas si vous avez vu des jeunes déjà comme ça, qui grossissent, ils n'ont que la zone lombaire là, qui pousse comme si c'était le ventre. Et ça, je vous dis, c'est la vérité. Donc ces mecs qui font le dopage, quand ils commencent à vieillir, ils sont dans le même état et encore pire. C'est vraiment des obèses. Je suis entré là, la première chose que j'ai vue, c'était des photos de gars qui font l'IFBB. C'est très beau. Je suis le premier à reconnaître que c'est impressionnant d'avoir une si qualité musculaire, mais vraiment développée. Mais jamais on vous montrera comment ils finissent. Moi, j'ai vu des mes yeux aux États-Unis, des anciens champions qui, à mon époque aussi, quand je débutais, j'étais ébahi. Je les ai vus, j'ai même posé à, comment il s'appelle le Hollandais là, à Berry Demer. Lui, je l'ai rencontré en Allemagne, j'ai demandé à Berry, je lui ai dit, c'est vous Berry Demer? Il m'a dit oui. Mais si vous le voyez, c'est une horreur. Je ne cite pas d'autres noms que j'ai rencontrés aux États-Unis, mais c'est des obèses. Quand vous voyez ces gars-là, ils ont fait la compétition, ils ont brillé pendant 3, 4, 5 ans. Mais quand vous les revoyez après, c'est terrible. C'est comme des fûts. Et le mec, il est hors saison. Si on te dit que c'est lui, tu dis c'est pas vrai. Le mec, il a les fesses comme ça, le ventre comme ça. Si on te dit que ça, c'est un sportif. C'est incroyable. Là, ils sont beaux. C'est bien. C'est grave, quoi. Mais vous ne savez pas après. C'est exactement, excuse-moi, c'est exactement comme quand tu rentres dans une grande surface. Tu vas aller, tu vas regarder les poulets. Tu vas voir le poulet fermier et le poulet de basse-cour. Ok? Le poulet fermier, il est comme la pierre. Il est dur, il coûte cher. Tu vas aller vers lui. Le poulet de basse-cour, il est beau, il est gros, il est gras. Tu vas juste le regarder comme ça. Mais jamais tu auras envie de manger ça. Ça ne rentrera jamais dans ton assiette. Tu vas juste le regarder juste parce qu'il est juste fat, gras, gros. C'est ça le résultat. Moi, je préfère vieillir en maigrissant. C'est-à-dire que quand je vais arrêter, je deviens tout mince, tout athlétique, que de vieillir avec le bide. Parce que d'une façon ou d'une autre, il a bien parlé du dopage. Mais Bénard et moi je considère le dopage comme, il m'a toujours dit, comme un caleçon épineux. Tu vois? Il y a des gens qui vont t'aider à mettre la jambe. Attention, attention. Ça, ce sont les dealers, ça. Parce que lui, il te baisse la gueule. Il prend ton argent derrière. Son problème, c'est ça. Il prend ton pognon, il te donne. Il va te dire, ah, vas-y, mets là. Tu vas mettre ta jambe, tu mets l'autre jambe. Dis, attention, il ne faut pas que ça te baisse. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Une fois que ça arrive là, ça rentre dans la chair. Flac! Là, tu ne peux plus l'enlever sans laisser des traces. Tu es dans la merde. Il sera plus là. Le mec, il est barré. Il va te dire, non, c'est bon, t'es beau. Donne encore l'argent. Et ça rentre encore. Et puis c'est un cercle vicieux. Parce Il est dans la merde. Une fois que tu rentres dedans, tu ne peux plus sortir. Parce qu'à chaque fois que tu laisses, ben, tu vois que tu n'es plus le même. Ça s'en va. Parce que ce n'est pas acquis. Les muscles avec dopage ne sont pas acquis. Non. C'est l'illusion. J'étais beau hier là. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien. Et Moi, du j'aimerais coup, le mec. vous êtes dépendant de ça. Il est dépendant après. Faire gaffe, les gars. Donc, si vous commencez, il faut savoir que ça sera très difficile d'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter après. Parce que mais forcément, tu prends 6 kilos. Tu prends 12 kilos. Sec. Quand tu te mets dans la glace, moi j'ai dit, j'ai jamais vu un champion naturel, un vrai champion.
moi, je peux vous assurer que je ne suis jamais satisfait. Jamais. Quand je fais un podium chez les Américains, je me dis, putain, pourquoi est-ce qu'il est passé devant moi? Qu'est-ce qu'il... Lui, il me dit, mais t'étais beau. Je dis, non. Parce que je suis dans la recherche perpétuelle. Mais dès que tu entends les mecs te dire, c'est bon, je suis beau, là, tu... Lui, c'est pas, oh, putain, j'ai envoyé, c'est bon, là. Oui, il t'a envoyé, c'est bon, pendant 6 mois. Mais après, quand il n'y a plus le pognon, quand il n'y a plus rien, dès que ça dégonfle, tu es obligé de renvoyer. On est d'accord. Ton regard s'est habitué à ton corps avec 50 cm de tour de bras. Donc tu vas recharger, et ensuite, et ainsi de suite. À la fin de la séance, je vais me mettre torse nu pour vous, pour montrer que je suis hors saison. Je me prépare on se prépare tous les deux en 1 semaine. Pour un championnat du monde professionnel. 1 semaine, les gars. 1 seule, pas 2. C'est comme si tu craches en l'air. Vous pensez que quand tu mets tout ça, ça va où? Docteur, ça va dans ton corps. Forcément. On ne peut pas vouloir travailler avec son corps et le détester. Parce que j'aime mon corps, mais en même temps je l'empoisonne. On ment à qui? On se ment déjà. On ment à ceux qui nous entourent, on ment à la société, on ment au sport qu'on aime, qu'on croit aimer. Donc, quelque part, il faut toujours savoir ce qu'on veut. On veut quoi? On veut être beau, on veut être en santé. Ben, ça, c'est les 2 choses. On fait la musculation pourquoi? Pour être beau, parce que la force est une beauté aussi. Pour être en santé, parce que quand on s'entraîne, on a l'esprit qui est aussi dans le même engrenage. Parce que vous ne pouvez pas vous entraîner l'esprit en train de manger au McDo, par exemple. Je suis terre à terre. Donc quand vous vous entraînez, votre esprit est avec vous. Donc quand vous faites du bien au corps, l'esprit aussi est content. Parce que votre esprit habite dans ce corps. Mais quand vous vous dopez, vous pensez que l'esprit est content? Je ne crois pas. L'esprit, c'est comme un voyageur. Il utilise notre corps comme moyen de transport. Si ce corps-là ne le plaît plus, il a mesure de le déposer à tout moment et de s'en aller. C'est pour résumer un peu tous ces sportifs qui meurent de dopage. Mais l'esprit en a marre, le corps empoisonné, ben il s'en va. Laisse tomber le corps. Donc regardons quand même le sport dans un domaine un peu spirituel. C'est très important. Parce que sans esprit, nous ne sommes pas. Donc, qu'est-ce que je recherche, moi en tant que jeune homme? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Je veux m'empoisonner et mourir tôt? Est-ce que je suis important pour moi, pour ma famille et pour la société? Quel exemple donner aux plus jeunes? Parce que ceux qui vont vous doper, ils ne pensent pas à vous. Ils ne pensent pas aux bienfaits de la société. Ils pensent à manger, c'est tout. Ils font ça peut-être comme moyen de survie. C'est de l'égoïsme pur. C'est même de la méchanceté. J'appelle ça, c'est un crime. Ce qui serait important pour vous, quand quelqu'un vient vous proposer quelque chose, écoute, tu prends ça en 2 mois, tu seras comme ça. Rappelez-vous, vous avez été enfant. Tout le monde a été enfant. On est tous nés. On a rampé. On a marché. On nous a appris à marcher. On a attrapé les pieds des tables. Ben, la culture physique, c'est pareil. On l'a fait naître en nous. Une fois qu'elle est née, il faut qu'on dirige, qu'on oriente ses pas. Il faut qu'on accepte ce parcours-là. Et c'est ce parcours-là qui renforce le mental. Ce n'est pas les produits dopants. Le produit dopant, on va vous le donner, il va vous développer. Mais il ne va rien vous donner dans le cerveau. Vous aurez un cerveau vide. Et quand on prend de l'âge, un cerveau vide, je vous jure, c'est comme si on marchait nu.
vous avez intérêt, jeune comme vous êtes, à vous poser une certaine question, certaines questions. Je fais ça pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Dans quel but? Qu'est-ce que j'ai comme objectif? Vous pouvez faire, j'ai suivi un jour un reportage sur le culturisme. Il y avait des grands champions français. Il y a un médecin qui a intervenu, qui a dit dans le reportage, de toutes les façons, pour faire un podium aujourd'hui en culture physique, il faut être dopé. J'ai dit c'est faux. C'est faux. Comment voulez-vous qu'un enfant qui commence la musculation, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il veut tout de suite avoir le physique d'un mec qui a 20 ans dedans? C'est impossible. Ce mec qui a 20 ans de musculation a fait le parcours dont je vous ai parlé. Comme un enfant. Il a suivi des étapes. Il n'a pas brûlé les étapes. Mais pourquoi vous allez brûler ces étapes-là? C'est comme si on venait vous donner beaucoup d'argent, on vous donnait 10 000 euros, vous n'avez pas travaillé, on vous dit ces 10 000 euros, là, vous deviez les gaspiller en 2 jours. Ça sera difficile, hein? On ne saura même pas quoi acheter. Ben, on va acheter des conneries comme ça juste pour dépenser, sans état d'âme, sans état d'âme. Et c'est pareil pour votre physique. Vous prenez des trucs pour qu'il grossisse vite, vous l'avez volé. Il n'est pas à vous. Il va partir. Il va partir comme il est venu. C'est des illusions. Il va partir. Donc faites attention à ça. Moi, on m'a proposé des choses, des produits dopants. Dans ma carrière, mais des tonnes. Gratos. Je t'ai fait une cure gratuitement. Bah oui, mais après la cure. Je me rappelle quelqu'un, après un concours que j'avais fait en 2007, il est venu, il m'a dit, mais toi tu carbures à quoi? Je ne comprenais même pas le sens. Ben, je le regarde. Déjà, il m'avait fait peur parce que quand il est venu s'asseoir près de moi, ben, son ventre était sorti comme ça. Il faut vous rappeler, Gary n'a pas mentionné ça tout à l'heure. Quand vous prenez tous ces hormones de croissance, tous ces stéroïdes, tous ces machins-là, vous avez aussi les organes qui prennent du volume. L'intérieur. Donc, vos organes grossissent aussi. Malheureusement, sauf le cœur, qui est le premier muscle et qui doit assurer le rôle d'irriguer tous les autres groupes musculaires. Lui ne grossit pas de la même façon. C'est pourquoi vous voyez tous ces gars qui sont très très gros, de muscles, quelque part c'est de l'obésité, hein. Ils ont de la peine à respirer. S'ils font une série, au lieu de se reposer 2-3 minutes comme vous, ils vont se reposer 5-6-7 minutes avant de revenir. Ils sont forts, oui. C'est comme si vous prenez un moteur de la 2 chevaux, vous mettez dans une belle carcasse de Mercedes. Vous allez voir une belle Mercedes qui va rouler comme une tortue. On a vu aux États-Unis, ils marchent, on appelle ça, ils prennent de l'oxygène après. Hein. Oui, Vous les voyez juste comme ça, ils font les machins, dès qu'ils descendent là, ils sont sur oxygène derrière. Vous voyez les gens qui sont Ah bah oui, asthmatiques là, ils sont là. ils prennent des ventolines Ah oui, pour leur permettre Vous de voyez bien pas ça. respirer, de respirer. ils sont derrière. Vous voyez un peu? Donc faites attention à ça. Et je disais, je racontais l'anecdote. Le gars me dit, ben, tu carbures à quoi? Je dis, quoi? Je regarde, déjà il me faisait peur. Il avait un ventre qui était sorti parce qu'ils sont sur scène, ils rentrent le ventre. Mais il y a des gros abdos. Ben, ce ventre-là, c'est les intestins, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Tout ça, ça prend aussi du poids. Ce qui fait que quand ils arrivent dans les vestiaires, ils sont fatigués, ils se relâchent. Le ventre qui sort, boum. J'ai regardé le ventre, je n'ai pas reconnu l'athlète qui était près de moi tout à l'heure. Puis je lui dis, mais carburer, ça veut dire quoi? Il me dit, oh arrête, mais tu prends quoi? Je dis rien. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Tu prends quoi? Je dis, mais je prends rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne prends rien. Il dit, mais putain, tu as des abdos. Ben, tu as des abdos. Tu prends rien. Je dis, mais je prends rien. Ben, tu en veux? Je dis, pourquoi faire? Mon gars, si toi tu prends ça, plus 10 kilos dessus, tu vas gagner Olympia. Je n'ai pas besoin, mon objectif, c'est pas de gagner Olympia.
Et malheureusement, je l'ai battu. Et à mon tour maintenant de répondre. Après la compétition, dans les vestiaires, il dit, ben, tu m'as proposé de prendre le truc, ben, je t'ai battu. Ça va donc me servir à quoi? Il a fait ça. Il ne m'a plus parlé. Tout ça pour vous dire, les médecins vont vous dire, si vous ne vous dopez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire le podium. C'est archi faux. J'ai fait pas mal de podiums. Je ne me suis jamais dopé. Quand je dis jamais, je regarde les gens dans les yeux. Je leur dis jamais. Même pas une fois. Même pas une fois. Même pas une Je n'ai fois. même pas essayé. Pourquoi je ne me suis pas dopé? C'est très simple. Je peux comprendre les jeunes qui tombent très vite dedans. Je peux comprendre. Mais ceux-là, il faut qu'ils se ressaisissent et puis il faut qu'ils en parlent. Parce que s'ils n'en parlent pas, ben, ils vont mourir. Il faut qu'ils en parlent. Il faut dire ça comme ça. Je ne me suis pas dopé parce que depuis le début, j'ai cru en deux choses. J'ai cru d'abord à l'éducation. Les valeurs que nous inculquent nos parents sont très importantes. Ne dites pas, oh, je sors d'une famille modeste, qu'est-ce qu'il va me dire mon vieux père, ou bien qu'est-ce que va me dire ma mère, elle est femme de ménage, elle n'a pas fait l'école. C'est très dangereux. C'est elle qui vous a quand même accouché. Elle vous a protégé, elle vous a fait grandir. Ça veut dire qu'elle n'est pas conne. Elle a un vécu, elle a de l'expérience. Donc si elle vous dit, faites attention à ça et à ça, même si vous avez bac plus 10, même si vous êtes allé en Europe, vous êtes allé n'importe où, n'oubliez jamais les valeurs qu'on vous inculque. Ça, c'est la première chose. Et je dois ça à mes parents. C'est la première chose qui a fait en sorte que je ne me dope pas. La seconde chose, c'est bizarre, mais c'est le recul. Simplement, c'est le recul. Quand on vous propose un truc, vous avez un cerveau, vous réfléchissez. Vous n'êtes pas un tas d'herbes comme ça abandonné quelque part, en plus un tas d'herbes qui a séché. Parce que l'herbe quand même vit, a des racines, voilà, est alimentée. Vous avez un cerveau en vous. Réfléchissez d'abord. Posez bien des questions. On va vous proposer un truc, on va vous dire, ça va vous donner 10 kilos de muscles. Réfléchissez quand même un peu. Vous savez déjà la douleur de l'effort. Vous savez que quand vous faites déjà 5 séries de 10 au développé couché avec votre poids de corps, c'est déjà une grande performance pour vous. Mais vous n'avez pas eu les pectoraux comme ça d'un coup. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que vous vous entraînez. Mais réfléchissez un peu, dites-vous que c'est pas possible qu'il me propose un truc qui puisse me donner quand même 10 kilos en si peu de temps. Ça doit être un truc qui ne soit pas bien. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus me voir dans la salle où je travaille, qui m'ont dit, Bernard, tu connais tel truc? J'ai dit, ça veut dire quoi? Non, c'est parce qu'on m'a proposé ça. Et il m'a dit, oh, c'est pas un produit dopant, mais tu deviens fort. Je lui ai dit, écoute, apporte le truc qu'il t'a proposé. Tu as pris? Oui, j'ai pris, c'est déjà à la maison. Apporte. Quand il venait avec le truc, je lui disais, attention, c'est un produit dopant. Va demander à ton médecin. Va voir ton médecin. Et quand finalement il allait voir le médecin lui disait, aïe, aïe. Et puis on remontait, des fois on arrêtait son dealer. C'est très important. En parler. Réfléchir. Ne pas prendre parce qu'on vous a dit, voilà, ça vous donner, et tout de suite vous prenez. Vous avez un cerveau pour réfléchir. Donc je ne comprends pas pourquoi vous pouvez dire oui quand quelqu'un vient avec la merde et vous met dans la bouche. L'odeur déjà va vous répugner. Donc, les paroles ne sont pas aussi, toutes les paroles ne sont pas bonnes à écouter. Parce que si quelqu'un vous propose un truc comme ça, ben ses propos puent, excusez-moi du terme. Ces propos puent, ils ne vous vaut pas du bien. Donc, le plus important, c'est toujours de savoir où on va. Je fais ça pourquoi?
Moi, j'ai commencé la muscu parce que j'avais un déboîtement d'épaule. Je jouais à l'époque au foot. Donc, je ne savais même pas que c'est un sport qui existait. C'était une salle d'haltérophilie. J'ai commencé par l'haltérophilie. Et c'est grâce au sport que j'ai guéri parce que je remercie toujours mon prof d'haltérophilie à l'époque. Il m'a dit, écoute, ne va pas à l'hôpital, viens me voir lundi. C'était un week-end. Je vais le voir, il prend un manche de balai qui était dans le coin. Il commence à me faire des mouvements. C'est comme ça qu'il m'a guéri. Que avec les mouvements. Il a remis mon épaule, j'ai commencé l'haltérophilie avec les barres vides et j'ai évolué. Donc c'est suite à cet incident que moi j'ai commencé la muscu. Mais à côté de moi, je savais que les gens sains. Il n'y avait personne qui faisait ces pratiques malsaines, qui m'a proposé pour quoi que ce soit. Donc c'est une chance aussi. Et quand je suis arrivé ici en France, j'ai commencé à avoir ces propositions. Mais je n'ai pas oublié mon passé. Je n'ai pas oublié les valeurs qu'on m'avait inculquées. Je réfléchissais. Donc c'est pour ça que je ne suis pas tombé dedans. Mais pour vous qui êtes nés ici, pour ceux qui sont nés ici, pour vous qui aimez la musculation, rapprochez-vous auprès de ceux qui pratiquent sainement. Je ne dis pas de ne pas prendre un conseil vers quelqu'un qui est gros, qui est professionnel, qui est fédé ou n'importe quoi. Non, tout conseil est bien à prendre. Mais il faut faire la part des choses. Je ne vais pas citer le nom d'un professionnel qui est même encore en activité, qui m'a dit, toi tu es bien, est-ce que tu penses que je ne peux pas te prendre en main? Je m'occupe de ta carrière. J'ai dit oui, je veux bien, mais je ne veux pas être comme toi. Ça l'a vexé. Ça l'a vexé, pourquoi? Parce qu'il a compris que je ne pouvais pas marcher parce qu'il voulait m'édiler, quoi. Il voulait édiler des trucs avec moi. C'était un Américain. Donc, il n'est pas le seul à pouvoir me proposer ça. Certains qui ont voulu aussi profiter du parcours que j'ai fait ici pour me dire, écoute Bernard, toi tu es en France, on fait business. Voilà, tu peux dire que tu es toujours naturel, hein. Mais nous on te donne ça. Ce qui est sûr est que tu vas évoluer, tu seras intouchable. Nous on va te couvrir. Parce que le dopage, on en a parlé aussi. Il a parlé du dopage justement de l'État. Quand il disait l'été, je souriais. Parce qu'il y a des dopages aussi qui sont organisés. Ça dit que l'athlète n'est même pas au courant. Une quelconque fédération va vous dire, on fait de vous une icône. Mais nous, on vous donne nos compléments. Ils ne vont pas dire dopage. Nous, on vous donne nos compléments alimentaires. On s'occupe de tout. C'est alléchant. Ah, vous êtes content. Vous saurez que vous aurez des pots de protéines, vous aurez tout, vous aurez même des vêtements pour vous entourer. Vous aurez tout. Il peut même vous proposer un petit salaire. C'est alléchant. Vous allez accepter. Dans ces pots de protéines, dans tous ces trucs-là, ce qui est sûr est que ce qui est noté, ce n'est pas forcément ce qui est dedans. Vous allez prendre la protéine normale. Et après, vous allez commencer à vous développer anormalement. Vous, sans vous poser la question, vous allez, bon, puisque vous n'avez pas de problème de santé, vous serez fort comme un taureau, vous allez pousser, vous allez impressionner, vous allez grossir, vous allez être beau. Mais c'est après que ça va se révéler. Vous allez avoir des problèmes respiratoires qui vont commencer. Vous serez un peu bloqué après une série, des petites choses, des petits insignes comme ça. Si vous ne parlez pas, c'est dangereux. Et ceux-là vont justement, puisque c'est la fédération, il s'agit de la fédération qui vous a proposé ça. Ils vont faire semblant de faire des contrôles antidopage, puisque c'est eux qui vous donnent. Ils ne diront pas que vous êtes positif. Vous allez gagner au concours, vous serez l'icône. Mais après, quand ils vont voir que vous baissez déjà, parce qu'il y a un de vos camarades ou n'importe qui fait la même chose, mais de son côté, qui pourrait peut-être plus beau que vous, qui va vous battre. Elle va vous rejeter parce que la fédération va chercher encore une autre personne qui pourrait encore être beaucoup plus forte que celle qui est venue déloger. C'est un engrenage. Donc il faut faire attention.
À tous les niveaux, ça se passe. À tous les niveaux. Moi, je peux vous assurer, vous tous qui êtes là, chacun peut faire de son corps ce qu'il veut naturellement. Je vous jure. Mais ça part de là. Ici. On compare toujours la musculation à un train. Un train. Il y a la locomotive, il y a les wagons. Si il faut que ta locomotive, il faut que le moteur soit puissant. Il faut qu'il puisse tirer la locomotive. Les wagons. Si le moteur n'est pas fort, si tu n'habitues pas ton mental là-dedans à être puissant pendant que tu t'entraînes, il y a les haltérophiles, à faire bien ton mouvement, à porter, à être bien statique, bien fort, et forcément, tu vas faire appel à des soupapes. Tu vas reprendre d'autres moteurs, d'autres trucs. Ça, c'est le dopage que tu vas mettre tout autour. Mais tu vas dérailler, mon grand. Tu vas avancer, oui, ça va aller très très vite, mais tu n'iras pas loin. Ça va aller super vite. Et là, tu vas dérailler. Mais si tu prends le temps, moi j'ai pris le temps, bordel de merde. Moi, je ne peux pas me justifier, quoi. Les mecs, quand un gars me dit tu es dopé, je le regarde, je dis c'est pas vrai. En même temps, je prends ça comme un compliment. Je me dis, mais mon physique ressemble à un physique de dopé, mais oui. Une fois ça va, 2 fois c'est bien, mais 3 fois ça commence à me faire chier. Je me dis, mince, je me défonce aux entraînements. Comme ça, ou comme quand je fais 2e, un championnat du monde professionnel, au 3e, on me dit, ah tiens, en fin de compte, 2 mois après, oui, Anthony, t'es pas 3e, t'es 2e, parce que le 2e est contrôlé positif. 2 mois après, ça me fout la haine, quoi. Non, t'es pas 3e. En fait, oui, t'es 2e sur papier. Le 2e, là, il était dopé, là. On me dit ça 3 mois après. Donc ça me fout la haine. Si vous avez remarqué, tous ces champions, tous ces grands champions qui ont remporté les Jeux Olympiques, tous ces grands qui couraient vite, ils ne meurent jamais. Je dis jamais. La plupart, ils écrivent après. Ils font un bouquin pour dire attends, j'ai gagné tel nombre de médailles, machin truc. Mais j'étais dopé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conscience. La conscience, elle ne ment pas. Chaque fois que tu vas prendre ta douche, tu vas nettoyer ton visage, tu te regardes dans la glace, tu te prends une claque. Tricheur. Pendant toute ta vie, tu as dit ça. Jusqu'à ce que tu te confesses. Et seulement quand tu te confesses, là, tu es bien. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas bien. Tu as triché, mon pote. Tu fais ça, tu regardes les trophées, tu vois, ah ouais, t'es pas bien. Non, j'ai triché quand j'ai fait ça. Oui, il faut dire la vérité. Et c'est là où je reviens toujours au problème de conscience. Quand les mecs me disent, Anthony, tu prends des trucs, non, jamais de ma vie, jamais. La protéine, c'est même pas dangereux, je ne prends même pas ça, parce que je ne fixe pas, tout simplement. Moi, quand je prends la protéine, ça me fait l'effet inverse. Je maigris. Donc, du coup, je mange plus. C'est pas parce que c'est dangereux, mais c'est parce que mon corps ne fixe pas. Donc, quand je dis je ne prends rien du tout, mais que je mange, je peux manger, j'en sais rien. 3 kilos de viande, quoi, je sais pas. On va pas continuer. Ça c'est les dessous, ça. On va pas vous balancer ça tout de suite. Mais c'est pour vous dire que il y a un problème de conscience quand tu fais quelque chose. Et c'est pour vous dire que chacun peut arriver. Si là-dedans tu es fort, si là-dedans tu as envie, si pendant que tu t'entraînes, tu te défonces, parce que oui, on parle d'entraînement. On parle de ce que tu recherches au training. On parle de comment est-ce que tu pètes tes fibres, comment est-ce que tu les déchires, de comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu récupères. Parce que n'oublie pas, tu ne seras jamais satisfait. Jamais tu seras satisfait. Le jour où tu es satisfait, vas-y, dors, meurs. C'est fini, t'es mort. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Parce que ton rêve va être atteint. Ton rêve est atteint. Mais quand on est naturel, le rêve ne peut jamais être atteint. Quand on veut devenir un champion, vous ayez les haltérophiles ici, jamais tu vas soulever 200, je ne sais pas, épaulé jeté, tu auras envie de remettre 205, tu auras envie de remettre 210, tu auras envie de remettre 230. C'est l'ambition. C'est l'ambition. Ça, c'est comme ça que réfléchit un naturel. Un dopé, il va prendre, il va dire, oh, je suis bien. Lui, il a atteint, il est arrivé.
Maintenant, pour remonter, il faut qu'il recharge encore plus. Il faut qu'il recharge encore plus et ainsi de suite. S'il était à 2 seringues, il faut qu'il passe à 4 seringues. À 4 seringues. Après, 8 seringues. Après, il clame. Et les mecs, on est là, face à face. Parce que le mental n'a pas été travaillé. Parce qu'un mec qui est dopé, c'est juste la forme. Il est juste beau comme ça. Mais en profondeur, il n'y a rien. Il est beau comme ça. Ouh! Les bras qu'il a le mec. Mais dedans, donc il faut se dire des choses. Un mec qui est dopé, il ne peut pas se mettre torse nu hors saison devant toi. Il ressemble à rien. Moi, je dis, le conseil que je donne, toujours aux jeunes, défonce-toi ici. Fais attention à l'alcool. Fais attention à la cigarette. Mange bien. Hein? Quand je dis défonce-toi, pète tes fibres. Je vois des jeunes qui veulent se comporter comme les Américains. Aux États-Unis, c'est normal de prendre un shaker. C'est normal de prendre de la créa, des anciens trucs. Mais ils font ça bêtement parce qu'ils sont cons. L'Américain, il va courir un peu. Tu vois son petit déjeuner le matin. Tu sais très bien. Son petit déjeuner, c'est... Mais c'est la merde, quoi. Mais il remet un shaker derrière juste parce qu'il a fait un truc, il faut prendre un shaker. Ce sont des compléments alimentaires. Sa table, elle est remplie de cheeseburgers, de machin, tout ça. Mais, because j'ai marché un peu, mon shaker de côté. Et après, je comprends pas. Ben oui, parce que le mec, la dépense énergétique, il n'a rien dépensé. Il envoie un complément alimentaire et puis, moi, ça m'envoie au chiottes, ces machins-là. Ça m'envoie aux toilettes tout le temps. Le foie est sale, le mec, il ne peut pas éliminer. Tu vas marcher, du coup, comme ça. Il transpire, ça pue. Là, il parle, la laine, ça pue, ça sent mauvais. Je ne dis pas derrière. Il faut se dire les choses, les mecs. C'est l'hygiène, quoi. Un mec, bordel, t'es beau, quoi. Moi, je fais ça pour être beau aussi. Pour être bien. Donc, du coup, on a envie de faire ça. Tu vois un jeune qui... excuse-moi, si je prends il me donne des noms bizarres. C'est quoi ça? Je connais pas ça. Est-ce que je vais prendre la protéine? Non, c'est pas dangereux. Mais avant de prendre la protéine, tu as mangé quoi? Ah d'accord, j'ai mangé... Mais d'accord, mais tu t'es entraîné comment? Est-ce que tu es sûr que la protéine que tu vas prendre, tu vas la mériter? Parce qu'il faut mériter ça aussi. Il faut mériter son repas. Quand je m'en vais chez lui, quand il vient chez lui ou quand il vient chez moi, si on sait qu'on a un barbecue, avant, on se casse dans le garage. Après, on va dire, ouais, c'est bien, là, on va mériter le repas. On sait que ça va tout de suite dans la reconstruction. Tout est calculé. Mais en détente. C'est une autre façon de vivre, tout simplement. On ne peut pas être comme les autres. Les autres, on a des bosses partout. Tu ne peux pas vivre comme un mec normal. Parce qu'on n'est pas comme ça. On ne peut pas t'inviter. Après, il ne faut pas exagérer, quoi. Il ne faut pas arriver, non, je ne mange pas ça, 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 pas ça. Tu peux faire un petit écart, voilà, c'est calculé. Moi, quand j'arrive quelque part, quand on m'invite, je fais ça, je fais comme ça va, oui, ça va très bien, tac, 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 tac. J'essaye tout de suite ce que je vais manger. Déjà. Parce que c'est une autre façon de vivre, tout simplement. C'est dans le bien-être. Après, tu es beau gosse. Tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, ton esprit est bien. Pourquoi? Tu es apaisé. Quand on s'entraîne, on n'a pas le temps, on s'est bousillé aux entraînements, on n'a pas le temps d'aller... tu n'as pas le temps d'aller t'amuser ou non. Aller voir les psys. Tu as juste envie, tu n'as pas envie d'aller voir un psy, il va t'apporter quoi? Tu es apaisé. Tu es fatigué. Tu as juste envie de manger, te mettre devant un CIS, moi j'aime bien ça. Et le truc, si tu as fait les jambes, ça faufile comme ça dans tes jambes. Tout simplement. Moi, les Américains, ils savent que je suis dopé. Tu sais très bien. Ils ne connaissent pas notre mode de vie ici. Parce qu'ils ne connaissent pas comment on vit. Quand on fait les podiums là-bas, forcément, on fait comme eux. Forcément, on fait comme eux. Mais nous, en compétition, ils n'arrivent pas à nous classer. Ils ne savent pas comment faire. Parce qu'on n'a pas les veines sur nous. On a les trous.
Ils ont les veines partout. Oui, on peut être naturel avoir les veines, bien entendu. Hein. Je ne dis pas le contraire. Il y avait les veines. Mais il y a veines et veines. Parce qu'il y en a qui prennent des choses pour les avoir, pour les dilater. Voilà. Donc, Moi, je dis, vous pouvez tous, je dis bien tous, il suffit de gonfler son mental, d'être organisé, propre. Si tu es respectueux envers les autres, tu vas être respectueux envers ton corps. Le corps, on doit respecter son corps. Comme la salle, c'est comme quand tu finis, tu termines de t'entraîner, tu décharges, tu ranges. Voilà. Ça, c'est respecter ton corps. C'est même primordial parce que c'est comme si vous allez aux toilettes, vous avez fini, vous remettez votre culotte. Voilà. Vous n'allez pas appeler quelqu'un pour venir vous Nettoyer le derrière. Ouais. Ça, c'est pareil. Parce que quand vous laissez les charges, c'est comme si, rappelez-vous de ça, c'est comme si je suis allé aux toilettes et j'ai fait ce que je devais faire, je me suis habillé. Donc c'est une merde quand vous laissez les poids traîner, c'est vraiment la vraie merde. Moi, je dis, c'est la dernière chose que je peux vous dire, franchement, j'en ai marre. C'est pour ça que je suis content que tu organises des trucs comme ça. Je suis vraiment, sûrement content. Il faut comprendre qu'on peut réussir sans rien prendre. Il y a aussi un problème, le sommeil. Le sommeil, c'est l'anabolisant le plus puissant. Ça, il ne faut pas oublier. Pour les mecs qui font la muscu, vous n'êtes pas comme tout le monde. Il faudrait toujours dormir au plus tard à minuit. Jamais dormir après minuit, dormir toujours avant. Parce que si vous dormez après, vous n'allez pas vous construire. Si vous pouvez. Vous avez aussi le foie qui se refait sa santé dans la nuit. Mais si vous dormez assez tard, il n'aura pas le temps de refaire sa santé. Donc, il va moins assumer sa fonction. Donc, les mecs qui font la muscu, ils ne sont pas comme les gars qui ne font pas. Ils ne sont pas comme les non-pratiquants. Puis, la nourriture, je suis par contre les fat food et tout ça. Même si je ne peux pas manger, je ne vais jamais manger ça. De toutes les façons, je n'ai jamais mangé, je ne mangerai jamais. Parce que j'appelle ça, c'est des calories vides. Donc, je comprends bien qu'on puisse manger ça pour le goût. Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps. Parce que ça ne vous apporte rien pour vous qui faites la musculation. Ça ne vous apporte pas grand-chose. Souvent, on se moque de moi que j'amène mes gamelles tout le temps. Ça fait 21 ans que ça dure. Quand je sors, voilà même, là, j'ai ma pomme encore là. J'aurai un petit creux là, je vais la manger tout à l'heure. Donc j'ai toujours quelque chose avec moi. Et pourtant, on n'est pas en compète là. Hein. On est hors saison là. On ne peut pas rien là. C'est une hygiène de vie qu'il faut adopter parce que vous voulez être différent, mais soyez différent jusqu'au bout. Sans déranger les autres. Sans déranger bien sûr les autres. On dit, oh, c'est bon, je suis en diète là. On peut en parler. Dégage. Ne parle pas. Je suis pas bien là. Je suis en diète. Je suis en diète. Ils s'en foutent. C'est toi qui as choisi de faire ça, quoi. Qu'est-ce que tu as à faire chier les autres, quoi? Il faut assumer. Il faut assumer. Assumer vos choix. Tranquille, je fais ça, c'est normal. Je suis pas bien, mais ça va. Je suis bien, nickel. J'ai pas besoin de dopage. Zen, quoi. Je sais pas. Après, tu vas t'habituer tout doucement. Tu vas voir ton corps qui va changer par rapport juste aux vêtements que tu vas porter. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, on n'est pas satisfait. Après, voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Hein. Si vous avez des questions. J'ai des questions. Moi, j'aimerais revenir par rapport à la nourriture, puisque si vous avez des conseils à donner, ou l'exemple d'un repas type, par exemple. Je vais être honnête avec vous là-dessus. Un repas type dépend de son environnement, de sa famille, du niveau de l'athlète, de l'objectif de l'athlète. Il y a plusieurs paramètres. Vous, si vous êtes mineur, vous vivez encore avec les parents, mangez ce que votre mère vous donne. Mais à une condition. Si elle fait des plats trop en sauce, mangez la viande, ne mangez pas la sauce.
donnez la sauce aux petits frères. C'est très simple, ne la jetez pas. Vous enlevez les morceaux de viande, vous mangez avec votre riz, vous ne rajoutez pas de la sauce. C'est aussi primaire que ça. Ne vous prenez pas la tête, je mange quoi exactement, je dois faire ça, parce que tel fait comme ça, parce que tel... Non. Le corps, de toutes les façons, a besoin de tout ça. Puisque c'est de la nourriture cuisinée à la maison, ce n'est pas les fast food. Je ne vois rien de dangereux, de dangereux dedans. Par contre, si vous avez des objectifs de compétition, de tout ça, là, ça devient un peu plus sérieux. Dans ce cas, si vous habitez toujours avec les parents, dites à votre maman, voilà, moi j'ai choisi ça, ne te plains pas si je ne mange pas ta nourriture, parce qu'elle risque mal de prendre. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça avec ma mère. Parce que je me rappelle à l'époque, quand je commençais les compétitions, j'avais refusé de manger sa nourriture, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que je me moquais d'elle. C'est parce que je n'avais pas expliqué. Encore une fois, il faut parler. C'est très important. Vous dites clairement, si vous vivez avec les parents, vous dites clairement ce que vous faites. Et vous dites pourquoi vous le faites. Et que la nourriture est très importante pour ce que vous faites. Vous ne pouvez pas manger ça. Sûrement même, ils vous aideront encore. Donc, au départ, mangez ce qu'on vous donne. Ce qui est sûr est que vous aurez beaucoup plus faim que les autres si vous vivez avec vos frères et sœurs. Vous pouvez simplement multiplier les repas. Ce qui est très important en culturisme, c'est la régularité des repas. Comme un bébé à qui on donne du sein. Parce que vous voyez, plusieurs fois on donne un bébé à manger pour qu'il évolue. Ben, vous avez eu une création dans la tête. Vous avez créé un mode de vie qui est le culturisme. Donc il faudrait adapter aussi l'alimentation avec. Je te pose une question. Oui. Le jour où tu n'as pas d'argent, le jour où tu ne manges pas, tu ne t'entraînes pas? Ça m'arrive rarement, mais oui, non, si je m'entraîne quand même. Non, mais d'accord. Donc en fait, si tu ne manges pas, tu vas t'entraîner. Bon. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare que tu ne manges pas. D'accord. Écoute. Est-ce que tu penses que pendant 20 ans, tu vas peser les aliments tout le temps? Non, je pense. Est-ce que tu penses, hein? Je pense pas. Oui, je pense que tu vas t'arrêter avant. Tu seras dégoûté bien avant. Ouais. Tu comprends pas? Tu comprends? Bah oui. Voilà. Puis même on les connaîtra les poids. Enfin, je veux dire, Voilà. on les peser. Voilà. Vous avez dit, si tu commences à rentrer dans ce truc, d'accord? Il faut que je mange. Oui, il faut que tu manges équilibré, ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'il faut manger le repas déjà. Tu as ton repas du matin, tu as ton goûter, tu as ta pomme de 10 heures, d'accord? Tu as ton repas du midi, tu as ton goûter du 17. Un peu comme on dit, manger tout, je sais pas, tout fruits et légumes, machin. Tu as tes 5 repas, c'est normal, tu as ton repas du matin, tu as ton repas de 10 heures, tu as ton repas de midi, tu as ton repas de 17, ta pomme de 17 heures le soir. Et si tu es comme lui, avant de dormir, tu vois, lui il marche avec sa petite pomme, mais pourtant il a mangé à la maison. Après quand tu arrives au training, tu te casses. Comment les mecs font en Afrique? Là je reviens du Cameroun, les mecs ils s'approchent comme ça, comme des sangsues. Il n'y a pas de thune. Quand on est riche, quand on a de l'argent, on fait la musculation de dopé. Forcément on a les moyens d'aller sur le net, de commander des stéroïdes, des machines, parce qu'on a l'argent. Mais quand on n'a pas l'argent, on fait avec, mon gars. Et on se lance les challenges chaque fois qu'on vient là. Les haltérophiles, il faut quand même que tu soulèves ta barre de 300 kg ou 400 kg. Manger ou pas manger, on s'en fout. Donc moi j'ai dit, entraîne-toi, envoie ton alimentation en fonction de la dépense énergétique que tu as eue. Le jour où tu t'entraînes beaucoup, Bissot, mange beaucoup. Pour que la reconstitution elle soit bien. Le jour où tu t'entraînes moins, mange moins. Sois bien dans ta tête, quoi. Si tu commences à faire des machines, maman, oui, l'enfant est dans le camel, tu ne tiendras pas 2 ans. Le jour où ça va gonfler, tu vas dire, oh, c'est pas vrai, j'ai pris, tu vas arrêter tout de suite. Ça, je dis, rester dans le bien-être. Moi, je dis même pas souvent de rester dans le bien-être.
J'ai dit toujours de rester dans la compétition par rapport à soi-même. Dans la salle. Quand tu viens, tu te lances les défis par rapport à toi. Et tu manges, comme il dit, en fonction de tes moyens. Toi, tu as l'argent. Tu peux manger 8 fois, par exemple. Mais attention, il faut qu'il y ait tout quand même dans ton repas. Quand on dit un repas équilibré, quand tu vois les gars qui font des régimes, ils vont te mettre... Je vois ça sur le net souvent, 250 grammes, machin. Ils calculent la dépense énergétique, l'apport énergétique. Mais généralement, il n'y a pas de lipides. Quand je regarde, tu vois qu'il manque plein de choses. Il n'y a pas de lipides, il y aura beaucoup de protéines. Oui, tu vas manger la protéine, mais le jour où tu vas envoyer un truc dur, après, c'est bon. Tu vas regonfler tout de suite. Après, tu vas resserrer encore, tu vas regonfler. Tu vois un mec qui dit non, là, c'est bon, je vois ça sur Facebook. Samedi, ils disent quoi? Recharge de la semaine, ouais. Pizza. Le rebond. Voilà, rebond de la semaine. Voilà, je vois souvent ça. Un jour, rebond de la semaine, pizza. Oui, d'accord. Après, lundi, dimanche, reparti. Régime sec, reparti. 12 blancs d'œufs, machin, oui. Après, samedi, recharge semaine. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est juste pour te dire que tu dois rester dans le bien-être et tu dois rester dans le challenge par rapport à toi. Si tu veux un repas type, les repas types, il y en a des tonnes et des tonnes. En fonction de ce que tu veux, en fonction de ton corps aussi. Moi, tu peux pas me faire un repas type. Lui, il faut que je le connaisse bien pour lui faire un repas type. Parce que je ne sais pas comment il mange, parce que je ne sais pas ses moyens, peut-être qu'il n'a pas l'argent, peut-être que s'il mange 200 grammes de riz le midi, ça va. Si je le mets au cabillaud le soir, c'est peut-être trop cher pour lui. Peut-être les flocons d'avoine, il n'aime peut-être pas manger ça. Peut-être son corps ne va pas supporter. Moi, j'ai vu un mec, je ne peux pas le citer, vous le connaissez sûrement, Garé, tout ça, qui met sur Facebook, il a 12 repas. Ouais, non, mais il filme, voilà. Hein? Ben, je ne sais pas. 12e repas de la journée. Bissot, dis-moi, toi le grand frère, 12 repas. Oui, mais le corps n'est pas fait pour ça, de toutes les façons. Mais il va digérer quand? On n'est pas des oies pour se gaver. Tu vas digérer quand? Il faut laisser un temps au corps pour pouvoir aussi digérer. Il ne peut pas digérer. Dans chaque heure, il mange. Il digère quand? Il faut laisser au moins 3 heures. Il s'entraîne quand? Il se repose quand? Je vois ça, je dis, oh, c'est pas vrai ça, je suis champion. Des gros champions, hein, en plus. Donc je dis, le repas type, d'accord. Ouais, respecte déjà tes 5 repas, mange ce qu'il faut. Évite tout ce qui est gras, tu vois, tout ce qui est gras, évite McDo, évite des machins. Et puis mange un peu plus glucidique le jour que tu travailles. Le jour où tu t'entraînes, voilà, tu manges le jour où tu manges un peu plus. Le jour où tu fais tes jambes, tu sais que voilà, le jour où tu fais ton dos, tu en vois un peu plus. Le jour où tu fais les petits groupes comme les épaules, les triceps, machin truc, voilà. Le jour où tu ne t'entraînes pas, tu restes propre. Tu fais tes abdos le soir avant de dormir, tu dors. En détente. Ok? Voilà. Vous voyez? On y fait tout fait cela, les mecs. Moi, j'ai une question. Vous savez, vous avez dit que vous étiez obèse avant. Ouais. Et quand vous avez fait du sport, la peau elle est pas restée. Bah, j'ai fait du sport à côté, la musculation, donc vraiment, ça va. Ce que je voulais savoir, vous n'avez pas de cicatrices pour perdre la peau en fait là. Mais lui, il était vraiment obèse. Hein. Ah ouais? Ah oui, et quand on dit obèse, Ouais. quand on dit obèse, il était obèse. Ouais, ouais. Il était obèse tordu. Pour vous faire, ouais, en plus. Pour Il vous faire était à obèse, peu près, tordu. savoir quoi. Ouais, voilà, parce qu'en fait, on va dire à l'âge de 17-18 ans, on va dire, je faisais 90 kilos, mais de gras. Quoi. Et en fait, avant, j'avais été opéré d'une hernie discale, en fait. Et on m'avait conseillé de faire du sport et tout. Et c'est que à l'âge de 18 ans, en fait, que je me suis mis à la musculation. Et donc, j'ai rencontré une femme. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai plongé, quoi. Et c'est vraiment aussi, c'est le temps qui fait la chose. C'est pas fait comme ça, quoi. Ça a mis 4 ans. Moi, j'avais senti en voyant Gary au départ qu'il était un personnage très timide et qu'il avait besoin d'être aidé pour pouvoir s'épanouir. Je savais qu'il avait des grandes qualités, mais il fallait lui mettre le nez dedans. Et dès les premiers jours, je lui ai dit, promets-moi, parce que si tu veux que moi je t'aide, tu me promets que tu vas faire la compétition. Bon, je lui ai dit ça pour rigoler, pour voir jusqu'où
où il pouvait. Il m'a dit, oui, je ferai, promis. Et à chaque fois, je le rappelais. Et finalement, il a fait la compétition. Et je ne dis pas, je n'étais pas déçu, il était très très bien. Pour quelqu'un qui l'a connu, c'était deux personnes vraiment bien différentes. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup approché. Moi, je comprends pourquoi il est comme ça. Gary nous a beaucoup approché, il a vu comment on vit, il a vu comment on souffre, il a vu comment on voit. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à... Je sais que parfois tu es dur quand tu es dans tes propos, parce que par rapport au dopage, c'est vrai, tu as raison. Mais ça touche beaucoup de monde. Comme j'ai dit toujours, le subconscient. Parce que je pense que quand tu n'es pas dopé, c'est normal que celui qui prend des trucs. C'est normal que celui qui prend des trucs soit énervé quand tu parles de dopage. C'est normal. Parce qu'il y a quelque chose en lui dont il se reproche. Et toi, tu es un intrus. Tu viens lui rappeler cela. Tu le rappelles. Donc c'est normal, quoi. Le but, c'est pas de faire mal aux gens. Moi, je dis ça toujours. Le but, c'est pas de faire du mal aux gens. Mais le but, c'est de dire d'une manière gentille à quelqu'un que c'est pas très bien, c'est un chemin qui ne me convient pas. Mais je respecte. Si toi, tu vis bien avec, tant mieux, mais ne m'oblige pas. Respecte-moi aussi dans mes idées. Si le respect est mutuel, je pense que il n'y aura pas de problème. Je pense que si les salles en France faisaient comme tu fais, ça changerait peut-être un petit peu. Juste une question. L'information n'est pas passée dans le milieu des salles comme vous êtes en train d'informer, parce que la quasi-totalité des jeunes là suivent les informations des protéines, prendre du muscle, séchage, ils ne sont pas informés, donc tous ils s'orientent vers ce qui est vendu dans les magasins. Et après, ils se bousillent les reins, et voilà, donc le fait que vous vous informez aujourd'hui en disant que, attention, dans 5 ans, dans 2 ans, vous allez tous plomber, ça ne sert à rien la méthode, c'est de travailler et donner à fond dans les exercices pour avoir les résultats. Parce que personne ici n'est informé sur ces techniques, la méthode de travail. Pour ça, je dis que c'est ce qu'il fait. La méthode n'est pas informée dans les salles. Oui, les salles ici, oui. ils ont 500, 800 euros. Oui. Mais la méthode, c'est aller prendre la carte bancaire, prendre la protéine voilà, la protéine pour prendre du muscle, pour après, voilà. Il faut leur dire qu'il y a des risques, c'est les risques que vous êtes en train d'annoncer, parce que jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas informés. Tous, ils vendent, tous sont orientés vers l'achat de produits sans savoir les conséquences. Donc la méthode pour évoluer, comme vous avez d'expérience, comment travailler la méthode, quoi. Ils puissent prendre conscience que, attention, la preuve est vivante qu'il y a des résultats suite à ce que vous nous présentez là. Que d'ailleurs prendre ce qui est vendu sur le terrain. Moi, je répondrai à votre question comme ceci. La méthode de travail d'entraînement, bon. Pas pour devenir professionnel, mais travailler pour sur du long terme évoluer. Il veut la méthode. Oui. C'est pas le but de devenir Il professionnel. veut la méthode, Voilà. donne-lui la méthode. On est ça, il faut travailler. Tu veux le secret, c'est ça? Non, pas le secret, mais. Moi, il y a des gars qui me demandent de donner mon secret sur Facebook. Non, c'est pas le but. Moi, Comment le je but, m'entraîne? Je dis, je peux On pas. est dans des salles de sport. Parce que je suis dans le circuit. Enfin, on va te répondre. Hein. Mais j'ai dit, les jeunes qui m'envoient des messages comme ça, oui, je suis les jeunes par message privé. Un gars me dit, donne-moi ton plan alimentaire type dans la journée. Mais je peux pas. Je suis en compétition. Non, on n'est pas pareil. Je suis compétiteur encore. Avec les dispositions, j'ai mis. Après, on n'est pas pareil. Moi, je vais manger comme ça. Donc, je ne peux pas placarder mon plan alimentaire comme ça, ou alors te donner des techniques comme ça tout de suite. Ici, on va peut-être parler. En même temps, regarde-moi bien, j'ai payé cher, quoi, pour ça. Donc, tu m'envoies un message comme ça, je ne te connais pas. Lui, il peut m'envoyer maintenant, il peut me dire comment faire. Je vais lui dire, vas-y, fais ça parce qu'on se connaît. Mais je ne te connais pas, tu me dis, dis-moi comment je peux faire pour apprendre ceci. Moi, je suis allé là-bas. Après, j'ai cherché. Donc, je ne sais pas, je vais bien te donner quelques trucs, mais
Voilà. La méthode la plus Mais- simple pour tout le monde, c'est déjà de... Je vais Dans la tête. non, Non, on n'est plus dans la tête, on est dans la technique là. Tu veux la technique ou pas? les gens recherchent toujours à évoluer très vite. C'est un sport où il faut être patient. Un mec qui a fait 30 ans de musculation, 40 ans, 50 ans de musculation, fait les mêmes exercices que ceux qui débutent font. Même si vous faites un exercice, déjà après 3 semaines, les muscles commencent à s'habituer. Donc vous êtes obligé soit d'augmenter la charge, soit de réduire le temps de récupération, soit de faire un superset de méthode pour intensifier, soit de faire quelque chose pour que le muscle ne s'habitue pas. Ouais, ça explique. Mais Quel attrait. voilà, le plus important, c'est déjà d'apprendre les bons mouvements. Moi, je dis ça pour tout. Moi, je regarde dans les salles. Beaucoup de gens travaillent très mal. Déjà, le développé couché, il faut prendre celui-là parce que dans toutes les salles, c'est la star. Donc, rien que ça, je vois tellement les gens faire mal au mouvement que forcément, ils veulent augmenter le poids parce qu'ils sont obsédés par ça, se disant que c'est en augmentant le poids que le muscle va aussi augmenter, ce qui est archi faux. On a 2 types de fibres musculaires qui ne correspondent pas forcément à la charge lourde ou bien forcément à la charge légère. On a besoin de stimuler les 2 fibres. Donc pour cela, pour tout débutant, ce qui est important, c'est déjà de faire le bon geste. Que le bon geste, avec ne serait-ce que la moitié du poids de son corps, on localise déjà là où on veut. Et après, laissons le temps, toutes les 3 semaines, vous pouvez vous faire ce plaisir d'augmenter 500 grammes, 1 kg, 2 kg, selon votre force. Mais c'est les bases qui comptent. Je vais lui montrer un truc simple, comme ça il va comprendre à peu près. Voilà. Donc tu vas nous faire simple, tu vas nous faire juste les biceps. Très bien. Donc tu vois, stop. Comme ça, quand tu as 10 ans, tes bras resteront toujours petits. Tu comprends? Non, mais c'est juste pour vous montrer. Comme ça, on va... Hein? Allez mec, c'est pour vous dire que c'est... Parce qu'il n'y a pas de technique type. Lui m'a toujours dit, il faut qu'il y ait étirement et contraction de la fibre musculaire. Tu pètes comment? Comment est-ce que tu déchires tes fibres? Le but c'est quoi? C'est que tu déchires ta fibre. Tu déchires. Ok? Remets-toi. Refais comme tu as fait tout à l'heure. Là il y a contraction, mais là, il n'y a pas étirement. Ça c'est un exemple tout simple. Là il y a étirement. Maintenant tire, tends tes bras. Il tend ses bras. Il refait le mouvement. Vas-y. Tends tes bras. Tends tes bras. Repars. Laisse tes bras tranquilles. Tends tes bras. Repars encore. Il ne faut pas donner. Tu ne jettes pas la barre. Tu sens une différence ou pas? Je ne sais pas laquelle. Je vais vous expliquer un petit peu. Juste pour que tu comprennes. Chaque fois que tu vas rester comme ça sera. Je vais vous expliquer que sur ce mouvement de base. Qu'avec ce mouvement de base, vous pouvez avoir des gros bras. Il s'agit, de la prise de main. En musculation, la musculation se joue sur les détails. Plus vous écartez, plus vous travaillez l'intérieur. Plus vous réduisez, plus vous travaillez l'extérieur. Première chose. Deuxième chose, la prise de main. Elle est aussi importante. Quand je bosse avec ça, bon oui, je vais une fois. Il y a la position. Déjà, il faudrait que le bras il reste dans l'axe du corps. Parce que si le coude vient vers l'avant, l'épaule va déjà être plus sollicitée. Si le coude va très en arrière, ça sera le cas. Donc, on va plus bien localiser le biceps. Donc, la première chose, c'est d'avoir le bras dans l'axe du corps. Peu importe, on n'est pas obligé de coller le bras, comme j'entends souvent, il faut à tout prix coller, c'est crispé. Non, vous pouvez être relax. Mais ça doit être dans le prolongement du corps. Et ensuite,
Vous pouvez légèrement pencher votre buste, les jambes légèrement fléchies. Ça, c'est pour protéger vos lombaires. Parce que quelquefois, ça bloque. Si on est tout droit comme une aiguille, boum, on va l'avoir ici. Donc, le fait de fléchir un tout petit peu, vous allez amortir le choc. Donc, une fois que le bras est dans le prolongement du corps, c'est l'avant-bras qui fait la flexion et qui vient contracter le biceps. Là, vous voyez, vous avez le bras qui est toujours le long du corps. Là, il va relâcher. L'articulation qui est mise en jeu, c'est le coude, ce n'est pas le poignet. Inerte, travail. On repart, contraction. Là, vous allez voir un détail. Vous avez la main qui est opposée à l'épaule. Donc, il s'attaque directement à la longue portion. Mais il ne va pas si il s'habitue, parce que c'est souvent la routine. La routine tue la progression. Parce que si vous vous habituez toujours à tenir votre barre au même écart, vous n'allez pas développer votre biceps. Deux muscles. Là, si vous réduisez votre prise, vous avez les mains à peu près opposées aux pectoraux. Voilà. Opposées aux pectoraux. Vous allez voir que ce que vous allez ressentir dedans va changer. C'est pas la même chose. C'est plus la même chose. Et pourtant, c'est le même exercice. Là, vous allez travailler beaucoup plus l'extérieur. Le brachal va intervenir. On y va. Le brachal, c'est ça. C'est long, les gars. Là, lui, il va intervenir. Or, quand ce muscle-là se développe, il pousse la longue portion qui vient de se développer là, et ça va donner du volume au niveau du biceps. Change la prise de main. Vous voyez que là, j'ai 3 prises là depuis là. Vous avez la prise de main qui est changée. Hein? Là, vous allez solliciter le long pronateur et vous êtes en plein dans le brachal. Donc, c'est un exercice que peu de gens font dans les salles aujourd'hui, alors que c'est des mouvements qui ont leur place. Donc, ce mouvement-là va être, voilà, vous voyez, c'est ça qui va développer. Or, quand ce muscle-là est développé, le brachal, il pousse cette longue portion-là, le triceps aussi, et le bras devient large. Donc, avec un seul exercice, on a pu travailler tout le biceps. En même temps, on est en train de créer un bouquin dessus. Je résume. Il faut aussi que vous achetiez le bouquin. Regardez. En même temps. Hein? Regardez. Si je tiens... Bah oui. Si je tiens... Même jour. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. J'ai 9 séries de biceps. Je peux faire les 9 séries de biceps avec qu'une barre. Je n'ai même pas besoin d'haltère. Je prends l'arche. Je vais solliciter l'intérieur. Je réduis à la largeur des épaules. Je sollicite toute la longue portion. Je réduis. J'entame déjà le brachal. J'inverse à la largeur d'épaule et je suis en plein dans le brachal. Donc, moi, il m'arrive de faire 2 séries. Et on est mort. Pour chaque prise et pour chaque écart. Rien qu'avec ça, tu pètes. De 10. Vous n'allez pas toujours faire 10 répétitions. Parce que si vous faites toujours 10 répétitions, ben le muscle, il enregistre tout ça. C'est comme vous allez dans Google. Vous tapez, c'est un exemple, fille de Paris. Vous allez avoir plein de trucs. Ben, le moteur de recherche, il va retenir ça. Dès que vous allez commencer à mettre FI, Ça va envoyer fille de Paris. tout de Les filles suite. de Paris. Ben, avec la musculation, c'est pareil. À chaque fois, vous faites 10. Dès que vous allez faire 10, C'est fini. une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est fini. Le Mais muscle, il enregistre. tu vas rester dans la même charge ou pas? Non? Tu vas monter de temps en temps. Il faut changer. Il faut même arriver à redescendre pour faire plus de répétitions. C'est-à-dire, vous pouvez faire même des répétitions de... je vais vous donner un exemple. Vous commencez avec une barre vide comme ça. Vous allez vous dire, bon, cette prise large, j'ai 2 séries. La première, je la fais avec la barre vide. Je fais jusqu'à ce que ça brûle. Je peux aller à 30 répétitions. Oh, je l'épaule, ça brûle. Je charge ma barre, je dis, je vais faire maintenant lourd. Peu importe le nombre, puisque je n'ai que 2 séries. Il faut que je fasse une légère et une lourde. Vous voyez que je vais stimuler, je vous parlais tout à l'heure, je vais
je vais stimuler les deux fibres musculaires. Je vais travailler en endurance et en force. Le volume, c'est quoi? C'est que l'addition de ces deux. On est d'accord ou pas? T'as vu? Je peux pas tout te montrer là ce soir. Hein? Voilà. Donc, en gros, C'est vrai que les entraînements varient de 40 à 50. je peux t'assurer que si tu fais seulement ce qu'on a fait là en changeant les prises, tu n'auras plus envie de faire 1 heure de temps. Tout dépend du Tu n'auras même pas la force. groupe musculaire aussi. Hein. C'était une vidéo de vous dans, je pense que c'était sur France Pro, où le présentateur vous disait ouais, est-ce que vous entraînez 3 heures, 4 heures dans une salle? Je lui ai répondu directement que c'était... Non, nous, oui, quand on était... Oui, oui, on a rigolé. je peux vous dire que ça, c'est le fantasme de beaucoup de gens qui ne pratiquent pas. Arnold Schwarzenegger, en faisant ses films, à l'époque, les gens ont fantasmé sur plein de choses et les gens ont dit des choses qui n'étaient pas toujours vraies. Ils voient, ils décrivent ce qu'eux ils voient, ils se laissent aller dans leurs fantasmes et ils pensent que non, un physique comme ça, il faut travailler peut-être 5 heures par jour. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais vous entraînez 4 heures, 5 heures. Ouais. Non, c'est faux, on ne peut pas s'entraîner 4 heures, 5 heures. Tu peux pas, ça veut dire que Tout tu le vas monde pas sait aller bien faire- que pour qu'un muscle grossisse, il faut qu'il ait de la récupération. Il faut manger, il faut récupérer, il y a tout un processus à faire. On ne peut pas passer toute la journée à s'entraîner, c'est pas possible. Non, tu peux. Si tu parles du PSG, de Marseille, après chaque série, Oui, ça c'est autre chose ou encore. de la fille de Paris. Mais pour répondre plus précisément à votre question, le temps d'entraînement dépend aussi du groupe musculaire, des exercices qu'on s'est fixés. Parce que vous n'allez pas faire toujours le même nombre de séries, le même nombre de répétitions et le même nombre d'exercices tout le temps. À chaque fois que je fais les pectoraux, je ne vais pas toujours faire 2 mouvements, ou 3 mouvements, ou 4 mouvements. Il y a des cycles. Il faut savoir que c'est comme les saisons. Hein. Il y a des cycles aussi en musculation. Ça, on n'en parle pas trop. Ou c'est par ignorance, ou c'est, je ne sais pas. Mais il faudrait savoir que il y a un cycle où vous avez besoin de travailler vraiment en volume. Il y a un cycle où vous avez besoin de travailler un peu en force et un peu aussi en endurance. Donc le mieux souvent, c'est quand vous êtes en période de force, de travailler qu'en exercice de base. C'est-à-dire, je prends le cas encore des pectoraux, développer couché et puis l'over, ça suffit même. Ah oui. Ça suffit si vous êtes en période de force. Si vous êtes en période d'endurance, ça peut aussi suffire. Mais si vous êtes en période de volume, volume veut dire aussi volume de nourriture, volume d'exercice, volume de tout. Ça veut dire simplement que vous pouvez travailler sur beaucoup d'angles pour créer un certain relief. Donc au lieu de faire que le développé couché pour vos pectoraux, vous pouvez faire le développé incliné, vous pouvez faire le décliné, vous pouvez faire le pullover, les écartés. Le but, c'est de travailler en volume pour donner du volume. C'est en utilisant tous ces angles-là que votre muscle va prendre du volume. Donc, or, si vous travaillez en force, vous n'en avez pas besoin. Donc, le mieux souvent, c'est de se poser la question, je suis en quelle période? Chacun peut faire son propre cycle. Pas seulement par rapport à une compétition, hein, par rapport à soi. à toi, voilà. Par rapport à rapport à soi. ce qu'on recherche. Et par rapport aussi à ses articulations. Parce que si à chaque fois vous travaillez lourd, vous n'allez pas faire long feu. Non. Si à chaque fois tu travailles lourd, ça va se casser. Voilà. On ne peut pas que progresser sans stagner, ni régresser. On a besoin de ça. Et on sait toujours apprécier. On est en hiver maintenant. Vous allez apprécier quand le printemps viendra, quand l'été viendra. On apprécie chaque saison. Mais pareil dans le travail musculaire. Quand on est en période lourde, oh là là, que c'est dur, les charges sont bon, on s'efforce. Mais après, quand on bascule, quand c'est plus léger, c'est une autre douleur. En même temps, quand on est en endurance, on refait tout ce qui est articulation. C'est là où on régénère les articulations. C'est très important le travail léger. On travaille les fibres profondes et on régénère les articulations. C'est pour gagner en densité, en fusion de tous ces genres de
Ces différentes méthodes de travail, c'est déjà pour protéger ses articulations. Parce qu'un culturiste qui n'a pas d'articulation ne peut rien faire. Ou un haltérophile. Ou un haltérophile, un sportif en général. Les articulations, quand on n'en a pas, on ne peut rien faire. Tu vois, je pense à toi. Hein? Donc, il y a déjà la santé articulaire, ces méthodes-là. C'est pour la santé articulaire. Aussi pour travailler différemment le tissu musculaire. Parce qu'on a des fibres beaucoup plus profondes, des fibres osseuses et des fibres superficielles. Donc si on reste que sur un même schéma d'entraînement, il y aura des parties qu'on ne va jamais stimuler. Si on reste que sur les mouvements de base, on ne pourra jamais créer du relief musculaire. Parce que le relief musculaire se crée aussi en changeant les angles. La musculation, c'est une question de détail. Donc, on ne peut pas en même temps aussi travailler tout le temps en relief, on ne peut pas aussi tout le temps travailler en force. Il faut un mélange. J'entends beaucoup de gens qui disent il faut, je vais faire 6 mois de prise de masse. Je trouve ça absurde. Parce que pour faire 6 mois de prise de masse, ça veut dire travailler tout le temps l'eau pendant 6 mois. C'est possible, quoi. C'est très dangereux pour les articulations. Tu niques les articulations, tu penses. Et puis, ce qui est sûr est qu'on va stagner et on va regresser. C'est ce qu'on appelle le surentraînement. Parce que si vous êtes toujours obsédé à augmenter les poids tout le temps j'augmente, à un moment, vous n'allez plus faire ces poids. Vous allez rester à ces poids. Et après, qu'est-ce qui va revenir? La douleur. Les articulations vont être en douleur. Vous allez perdre de la force. Et vous allez regresser. C'est-à-dire même le poids que vous faisiez, vous n'allez plus le faire. Ça sert à quoi? Et vous allez voir que vos muscles n'auront même pas progressé. Parce que vous n'aurez pas stimulé toutes les fibres. Donc, il est question toujours de travailler en cycle. Si vous voulez progresser continuellement. La première semaine, mon corps s'habitue. La deuxième semaine, ça y est. Voilà, je commence un peu. Il commence à dire ah, c'est bon ça. Ah. La troisième semaine, ah, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Tu dis salaud, t'as compris, allez, casse-toi. Tu inverses tout, baf. Tu changes tout. Tu vois? Je ne sais pas si c'est. Voilà. Comme ça, il y a un peu comme ça qu'on peut te balancer ça tout de suite. C'est important vos questions au niveau de l'entraînement parce que. Les salles, là, ils sont. Là, il y a une bouteille, les enfants, ils ont 3 000 abonnés. Mais c'est pour ça que c'est bien d'organiser des trucs comme ça. Ces gens font n'importe quoi. On n'a pas dit. Je suis abonné depuis 2 ans. Voilà, mais on n'a pas dit, on dit bien, il faut que je revienne vraiment sur les compléments alimentaires. On ne dit pas que c'est dangereux. Tu comprends ou pas? On dit qu'il ne faut pas les mettre avant. Il ne faut pas seulement penser à ça. Il ne faut pas seulement penser à ça avant l'entraînement. C'est pas dangereux. Mais c'est pas d'abord ça. Si tu manges bien, on peut s'en passer. Il faut créer le besoin. C'est ce que je veux dire. Mais il faut créer le besoin. Tu comprends? Un corps qui est bien stimulé a faim. Il a faim. Donc si tu manges bien, ça ne sert à rien. Et du coup, ça va vous amener à manger. Et si vous ne mangez pas bien, vous aurez besoin des compléments alimentaires. Mais si tu mets ta carte avant même d'aller dans une salle pour aller acheter les machins. Ils les vendent déjà même en salle. Voilà, donc. Voilà. Et s'il y a encore d'autres questions? Oui, j'ai une question en fait. Le tissu adipeux, c'est la graisse. Comment, je veux dire, maintenir un bon tissu adipeux? Pour maintenir un bon tissu adipeux, c'est très simple. Il faut simplement diminuer l'excès de sucre, tout ce qui est féculent, les glucides. Il faut diminuer les glucides. Et puis, il faut consommer justement les glucides, les graisses. Mais pourvu que ce soit des bonnes graisses. Parce que le fait de consommer les bonnes graisses, quand vous vous entraînez, votre organisme il utilise vos graisses de stock en énergie. Mais si vous ne prenez pas les bonnes graisses, ce schéma-là ne peut pas. C'est quoi les bonnes graisses? Les bonnes graisses, c'est les huiles de poisson, c'est tout ça. On va passer à une dernière question, Samy. Oui, en fait, vous parliez de variation, tout ça, c'est important. En fait, suivant l'entraînement, Oui. On n'en a pas, Samy. moi je m'appelle Samy, et en fait, je voulais savoir, suivant les entraînements, vous parliez, il y a des cycles de force, des cycles, vous avez plus axé sur la résistance ou sur le volume, vous faites ça par semaine ou par jour, en fait? Non, pas Ou par c'est jour. au jour le jour, enfin, genre, une séance, vous allez faire de la résistance, le lendemain, du volume,
le surlendemain de la force, ou c'est par cycle par C'est semaine? par cycle de 3 semaines. Par cycle de 3 semaines? Oui. D'accord. Et avant chaque entraînement, vous avez un plan de travail bien défini, vous savez exactement ce que vous allez faire durant votre séance, ou vous élaborez enfin en cours de séance, ou déjà dans votre tête avant de venir à la salle, vous savez quels ateliers vous allez faire, comment vous allez faire, le nombre de répétitions que vous allez faire, vous savez tout ça ou... À mes débuts, je planifiais tout comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je fais le contraire. C'est-à-dire, je m'entraîne avant de noter ce que j'ai fait. Ouais. Donc en fait, c'est en fonction de la forme physique du jour. Voilà. Si vous sentez que vous pouvez... Enfin après, c'est C'est une connaissance important. du corps. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin... Vous avez allez donné là- vous-même la réponse à votre question. Ouais. Parce que si on planifie bien avant, c'est bien, hein, c'est pas mauvais puisque j'ai fait ça avant. Mais le danger, c'est que il peut arriver qu'on ne soit pas bien. On est malade, on est dans un état de fatigue, on a trop travaillé, on ne peut plus faire la séance qu'on a voulu faire. Vous ne serez pas satisfait. Il y aura une frustration énorme de ne pas pouvoir faire ce que vous avez planifié. Par contre, il faudrait déjà avoir en tête quand même ce que vous devez faire. En quittant de chez vous, vous savez ce que vous allez faire dans la salle de gym. Vous n'arrivez pas et après vous commencez à dire, je fais même quoi là. Aujourd'hui, je vais faire les jambes, c'est dans ma tête, mais je ne sais même pas quelquefois quel exercice je veux faire. Ça m'arrive. J'arrive, je trouve les ateliers que je voulais faire, par exemple, sont occupés. Je ne vais pas rester là à attendre. Je change de programme dans ma tête. Je me dis, bon, là c'est occupé, là c'est occupé. Je vais commencer par... Je vais procéder à la pré-fatigue. Je vais commencer par des mouvements d'isolation en attendant, par exemple, la presse ou le squat. Et vous voyez que j'ai changé de programme. En fait, il y a juste un schéma. Je sais c'est quel groupe musculaire à peu près je vais travailler Voilà, et aujourd'hui. puis je m'adapte à la salle. Je vais te donner un secret. Moi, personnellement, je fais ça. Je fais les 3 cycles dans la même séance et dans la même série. Vous travaillez tous les groupes musculaires, ça vous arrive de travailler en Non, full non, body? non, tu ne me comprends pas. Je fais, moi, je m'entraîne, je fais les 3 cycles dans la même séance et dans la même série. Ah, de force, de volume. Le enfin, volume, Oui, oui, Mais ça, c'est notre mais moi, je ne vous ai pas dit ça pourquoi. Ça, c'est autre chose. Ça. C'est autre C'est chose. c'est un athlète avancé Ouais. qui a besoin de changer perpétuellement et de choquer beaucoup plus. C'est très brutal. Pour un athlète qui débute, qui a 2 ans, moi j'appelle jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi un athlète débutant, vous n'avez pas encore atteint votre Maturité. Oui, de force. Vous ne pouvez pas commencer à dire que je vais travailler à force, je vais travailler en volume, en même temps je vais travailler en résistance. Vous n'avez pas acquis tout ça. Vous êtes encore au niveau où vous êtes en recherche de prouver la force. Donc autant mieux procéder par ci. Il faut aller étape par étape. Et une fois que vous aurez avalé Après, vraiment tu vas toutes ces t'amuser. étapes-là, Tu comprends? vous pouvez maintenant vous amuser derrière comme vous voulez. Tu fais des cycles comme ça 3 semaines, après tu vas t'amuser. Tout seul, tu vas t'amuser. Tu vas Ah, moi je suis d'accord avec vous, parce que bon, ça fait un petit moment quand même, ça fait 3-4 ans que j'ai commencé par les sports de combat, mais tout à l'heure vous parliez d'un truc, il ne faut pas oublier la variation, je suis d'accord avec vous, et ça c'est bien que vous soyez venu parce qu'on le sait, mais on a tendance à l'oublier, on vient à la salle, ça devient une routine. Bah oui, Ça oui, c'est pas bon, on ne progresse plus et on ne Oui. vient plus à la fin. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, Oui, bah on a oui. la sensation de perdre notre temps. Du coup, t'en as marre, c'est vrai. Parce que du coup, moi, je prends mon pied tout le temps. Tu vois? Moi, je prends mon pied tout le temps parce que c'est jamais pareil. il faut innover, il faut inventer. Voilà. Tu vois, le simple fait d'échanger comme ça. Ah, putain, ça fait mal comme ça. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, c'est encore mieux comme ça. Ah oui, ah, c'est mieux comme ça. Tu vois, du coup, je suis pas dans le... Je me fais toujours plaisir. Parce que moi, vraiment, le but, c'est de me faire plaisir. C'est de me dire, ah, je suis allé à la salle aujourd'hui, ah, j'étais bien. Tu vois? Sinon, tu viens plus là, quoi. Quand tu arrives, c'est bon, c'est tout le temps pareil, donc ça fait chier. Voilà. Bon ben messieurs, on va clôturer la séance ici. Je remercie Antonio et Bernard pour les conseils finalement, super. On va essayer de mettre ça en application demain. Et merci pour votre attention avant tout et d'être venus nombreux. Merci à vous. Merci à Gary. Il va nous envoyer l'adresse où est-ce qu'on pourra regarder la vidéo sur le Facebook et puis quand vous regardez ça à la maison. Et merci à tout le monde et on peut applaudir nos invités.
préparer un petit pot rapidement pour voir quelque chose tous ensemble avant de partir. Merci beaucoup d'être venu. Hein.